Nous commençons le 5e cours qui a pour titre cette fois-ci le concept de rétention tertiaire et la question de la sélection. Et je fais le clap, n'oubliez pas de mettre vos chronomètres. Nous avons vu que Husserl oppose rétention primaire et rétention secondaire. Je vais aujourd'hui tenter de vous montrer que cette indépendance postulée entre les rétentions tout juste passées dans le présent d'un objet temporel passant maintenant, et ce maintenant, en ce maintenant, d'une part, et les rétentions secondaires du passé, de la mémoire en général, d'autre part. Je vais essayer de vous montrer donc que cette opposition du primaire au secondaire est un fantasme, surgi de l'imagination de Husserl. Plus précisément, je vais tenter de vous montrer que la rétention primaire est une sélection primaire, que je note donc ici S1, et que les critères de sélection sont fournis par les rétentions secondaires. Ce que je vous propose de noter comme ceci. A, qui désigne l'attention, est constitué par des rétentions secondaires au pluriel, c'est pour ça que j'ai mis un S ici, qui déterminent, qui conditionnent les rétentions primaires comme sélection primaire. C'est-à-dire qui opère la sélection, en fait, dans le flux. Autrement dit, les rétentions primaires sont en fait des sélections primaires qui sont fonction des rétentions secondaires. Je suis bien conscient du caractère assez péremptoire de ce que je dis là, mais je vous annonce la couleur, c'est-à-dire que je vous annonce ce que je vais essayer de montrer. Et on va analyser ça en détail dans les 3 ou 4 cours qui vont suivre. Je vais du même coup tenter de vous prouver que la façon dont la rétention primaire est fonction des rétentions secondaires, R2S, petit s, les R2 au pluriel, cette façon dont la rétention primaire est fonction des rétentions secondaires est conditionnée par ce que je vais appeler les rétentions tertiaires au pluriel, avec un S donc, les R3S, qui donc viennent se surajouter comme fonction de la fonction précédente. Je définis donc A, l'attention, comme ce qui consiste à agencer des rétentions primaires, secondaires et tertiaires, et cela en vue de produire des protensions qui sont elles-mêmes primaires, secondaires et tertiaires. Ce qui me conduit donc à compléter cette formule
comme ceci. Attention égale rétention tertiaire factorisant des rétentions secondaires, factorisant des rétentions primaires comme sélection, c'est-à-dire sélectionnant ces rétentions, égale des protensions primaires, secondaires et tertiaires, c'est-à-dire produit des protensions. Mais peut-être qu'il faudrait le noter plutôt comme ceci, c'est-à-dire comme un rapport entre des rétentions d'une part et des protensions d'autre part. Ça, on va y revenir. On va y revenir en détail. Vous verrez, ça a l'air très compliqué comme ça, pour le moment ça l'est un peu, mais petit à petit, et à travers les films que nous allons étudier, nous allons comprendre beaucoup mieux de quoi il retourne. Je préciserai plus tard ce qu'il en est des protensions primaires, secondaires et tertiaires. Pour le dire en 2 minutes, une protension primaire, si par exemple vous commencez à vous habituer un petit peu à moi, à mes tics, à mes habitudes, à mes obsessions, et aussi à mes modes de raisonnement, à partir de ce que je suis en train de vous dire, vous êtes peut-être déjà en train de penser, tiens, il va peut-être aller par là maintenant. Et il se peut que moi-même, dans mon cours, la manière dont j'agrège des rétentions, des propositions dans le flux de mon cours, soit faite pour vous amener à anticiper des protensions primaires. Les protensions primaires, ce sont celles qui sont engendrées à l'intérieur même de mon cours ou à l'intérieur même d'une musique pendant qu'elle se produit. Les protensions secondaires, ce sont des protensions qui sont engendrées par mes rétentions secondaires. C'est-à-dire comment mon passé m'amène à projeter un avenir désiré, craint, ou sous nom d'autres modalités. Et enfin, les protensions tertiaires, eh bien, ce sont des processus qui servent par des artifices à produire des protensions. Par exemple, les ex-voto. Les ex-voto, ce sont des images pieuses qui sont des vœux. Et d'ailleurs, vous prononcez des vœux le 1er janvier, en principe, à minuit. Les prêtres aussi prononcent des vœux de chasteté. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça des vœux ? Eh bien parce qu'ils ne sont jamais sûrs de les respecter. Ça veut dire que derrière tout cela, il est question d'attente, de désir et de volonté. Et vous verrez combien tout cela est fondamental dans le cinéma. Le cinéma, c'est avant tout ce qui déclenche des processus de protension, d'attente, par exemple de suspense, comme j'ai déjà dit l'autre fois. Laissons maintenant cela, revenons aux questions d'imagination et de perception. La réalité vivante nerveuse, je veux dire par là les mammifères et nous compris, composent toujours avec l'imagination. Si j'avais eu le temps, je vous aurais parlé d'un livre de Gilbert Simondon qui s'appelle Imagination et invention, où il montre tout cela à travers l'éthologie et pas simplement la psychologie, c'est-à-dire à travers des expériences de psychologie animale. Mais ça, je n'en ai pas le temps. La réalité vivante nerveuse, dotée d'un système nerveux, c'est-à-dire d'une perception, compose toujours avec l'imagination, et elle n'est perçue, cette réalité, par l'être vivant, qu'à la condition d'être fictionnée, irréductiblement hantée de fantasmes. La perception est toujours en relation transductive avec l'imagination, y compris lorsque cette imagination est biologiquement constituée. On a établi aujourd'hui que vous montrez des photos d'araignées à la plupart des animaux, ils s'enfuient en courant. L'araignée provoque une phobie chez la plupart des animaux, et c'est parce qu'il y a un encodage sur cette forme telle qu'elle produit la répulsion, tout comme le serpent d'ailleurs. Autrement dit, la perception est toujours en relation transductive avec l'imagination. Qu'est-ce que ça signifie ? Relation transductive, c'est une notion qui a été élaborée par Gilbert Simondon. Une relation est dite transductive lorsque la relation constitue les termes, ce qui veut dire qu'un terme n'existe pas sans l'autre, et que c'est dans leur mise en relation qu'ils se constituent comme ces termes. Autrement dit, il n'y a jamais de perception sans imagination. Si la relation entre perception et imagination est une relation transductive, ça veut dire qu'il n'y a jamais de perception sans imagination, et à l'inverse, l'imagination procède toujours de la perception, c'est-à-dire plus précisément de ce que j'appelle des restes perceptifs. C'est ce que Sigmund Freud appelle des restes diurnes, quand il vous explique par exemple que lorsque vous rêvez la nuit,
ce qui est purement fantasmatique, hors de toute perception. Néanmoins, vous activez des restes perceptuels de la journée. Et c'est avec ça, avec ces matériaux, que vous produisez vos rêves. Autrement dit, avec des rétentions secondaires qui ont d'abord été des rétentions primaires, c'est-à-dire des perceptions. Tout ça est extrêmement cohérent. Que la perception soit toujours hantée par l'imagination, c'est-à-dire par la mémoire, c'est-à-dire par le passé, et constituée par lui, c'est ce que signifie Bergson lorsque, dans Matière et Mémoire, un livre absolument fondamental, après avoir parlé de ce qu'il appelle la boule de neige, le fait que je ne suis qu'une boule qui n'arrête pas de s'augmenter de toute son expérience, de tout ce qui lui arrive, il introduit ce qu'il appelle son cône. Qu'est-ce que c'est que ce cône ? Eh bien, c'est ce qui montre que le plan que vous voyez là, et l'intersection entre le cône et le plan, qui est le point S, c'est le point de la perception telle que, nous dit Bergson, elle concentre, elle condense tout le passé au moment où elle perçoit, et que la perception n'est que l'actualisation de ce passé. C'est-à-dire, dans le langage de Husserl, aussi de cette imagination, puisque pour Husserl, la mémoire est forcément imagination, et pour Bergson aussi. Vous allez donc penser maintenant que je suis plutôt bergsonien que husserlien. Eh bien, vous aurez tort. Car le problème, c'est que Bergson lui-même, d'une part, ignore la différence qu'il faut faire entre rétention primaire et rétention secondaire. Cette différence que propose Husserl et qui est absolument fondamentale, qui est une découverte philosophique de tout premier plan, dont je vous ai déjà dit qu'en fait elle réactive une découverte de saint Augustin, 1500 ans plus tôt, presque. Et d'autre part, Bergson, comme Husserl, ignore la question de ce que je vais développer comme étant celle de la rétention tertiaire. Ces deux points que Bergson ignore affectent aussi les analyses de Gilles Deleuze. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que les analyses de Gilles Deleuze sur le cinéma sont négligeables, bien au contraire, elles sont absolument magistrales. Il n'existe aucun livre aussi grandiose sur le cinéma que celui de Deleuze, qui par ailleurs parle de très nombreux films. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas en faire pour autant une Bible de la philosophie du cinéma, et qu'il faut, avec Deleuze, aller plus loin que Deleuze. J'ai moi-même tenté de synthétiser Husserl et Bergson en passant par Heidegger, je n'aurai pas le temps d'en parler, et cela donne ceci, c'est-à-dire une sorte de diagramme de Husserl transformé en passant par le cône et la boule de neige de Bergson en spirale. Quant au diagramme de Husserl, je vous en parlerai bientôt, car Husserl a aussi produit un dessin, ce qu'il appelle le diagramme du temps. Mais j'en parlerai dans le cours suivant. Ce que j'essaye de vous montrer, c'est que la perception, c'est toujours l'écran de projection de l'imagination. Et que la relation entre perception et imagination constitue ces termes, ce qui veut dire que les termes ne précèdent pas la relation. La vie est toujours constituée par l'imagination, au moment même où elle perçoit, et la vie noétique est toujours du cinéma, en un sens où je peux me faire des films. Me faire des films, dans le cas de la vie noétique, là ce que j'appelle la vie noétique, c'est nous, c'est vous et moi, ce sont les êtres vivants dotés non seulement d'un système nerveux, mais d'un langage, d'une technique de rétention tertiaire. Eh bien, nous pouvons réaliser nos fantasmes, nos rêves, par exemple faire des films. C'est ce que faisait Fellini. À partir de 1960, Fellini s'était mis à faire une psychanalyse et il notait tous les matins ses rêves, il les dessinait, pour être plus précis, et c'est à partir de ces dessins qu'il faisait ses films. C'est-à-dire qu'il réalisait ses rêves, à proprement parler. C'est ce qui est l'enjeu de Intervista. Le début d'Intervista, c'est nous montre comment Fellini réalise un rêve.
Il y a eu une campagne de publicité dans les années 80 pour défendre le cinéma. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé les affiches ou les publicités de télévision qui disaient cette campagne, quand on aime la vie, on va au cinéma. Je soutiens, moi, qu'on va au cinéma pour retrouver la vie. Et en quelque sorte, pour ressusciter. Et je pèse mes mots. Ressusciter, ça vient du français susciter, pour ressusciter. Quoi? Ce que j'appelle des traumatypes, des émotions très profondes qui sont enfouies en nous, que nous n'arrivons pas à exprimer, qui nous font souffrir, qui parfois nous rendent névrotiques, voire psychotiques, qui nous emmènent chez les psychiatres, les psychanalystes, et que le cinéma, souvent, nous aide à faire revenir sous une forme supportable, et non seulement supportable, mais porteuse parfois même de joie. Si la vie est toujours du cinéma, et si nous allons au cinéma pour ressusciter des fantasmes qui peut-être vont nous amener, ces fantasmes ressurgis, ressuscités, à réaliser des choses et pas simplement à fantasmer. S'il en est ainsi, et je vous laisse réfléchir à tout cela dans votre coin, la philosophie serait alors fondée à demander, mais d'où viennent ces fantasmes? Et puis elle demanderait encore, mais qu'est-ce qu'une vie qui doit sans cesse ressusciter? C'est ce que dit Jean, l'apôtre. Je vous précise que je ne suis pas du tout ni chrétien, ni même croyant. Mais je prends très au sérieux ces questions de résurrection que pose le christianisme. Je vais essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'une vie qui doit sans cesse ressusciter? C'est la vie noétique telle que dans ce livre, le traité de l'âme, Aristote nous explique qu'elle est noétique en acte, uniquement par intermittence. Que la vie que nous vivons, nous, ceux qu'on appelle les hommes, qui est une vie noétique, c'est-à-dire une vie qui est capable de faire des découvertes, d'énoncer des vérités mathématiques, d'écrire des œuvres d'art, de se réjouir du printemps tout simplement d'ailleurs, et d'exprimer sa joie, et d'essayer de la transmettre aux autres. Eh bien, cette vie-là, qui est noétique dans cette mesure-là, dans la mesure où elle est capable d'exprimer des sentiments, des convictions, des raisonnements, elle n'est noétique, dit Aristote dans ce livre, que par intermittence, que de temps en temps. Et Aristote ajoute, seul Dieu est capable d'être toujours en acte, c'est-à-dire toujours présent à lui-même. Ce qui est exprimé par le poète grec Simonide comme ceci. Dieu seul peut jouir de ce privilège d'être toujours en acte. Ce vers de Simonide, très important dans l'Antiquité grecque, est cité par Aristote dans la métaphysique. Mais avant Aristote, c'est Socrate, probablement 70 ou 80 ans plus tôt, qui cite déjà ce poème, ce vers dans Protagoras. Si nous avons besoin d'aller au cinéma, c'est pour faire ressurgir, pour amener à la résurrection des moments de vérité, des moments noétiques, que souvent nous ne sommes pas capables de réactiver tout seul. Parfois nous allons au cinéma, parfois nous allons voir un psychiatre ou un prêtre, où nous relisons notre journal intime. Et je pense que c'est ça l'enjeu du cinéma que se fait la conscience depuis au moins 35 000 ans, et le temps des images rupestres que je vous ai montrées l'autre fois, l'ancienneté de ces images du Paléolithique supérieur. Et je pense que depuis ce temps, l'homme a sans cesse besoin de réactiver ses capacités noétiques, par exemple en allant au cinéma, par exemple en allant au musée, en allant à l'université, ou en discutant avec des amis, etc.
j'ai tenté d'affronter ces questions-là en explorant, depuis assez longtemps maintenant, depuis le début de mes travaux en philosophie, le jeu donc de ce que j'ai appelé la rétention tertiaire, qui est donc un troisième type de rétention qui n'est ni primaire ni secondaire. La rétention tertiaire, c'est le type de rétention auquel appartiennent les enregistrements, sous toutes leurs formes. Les enregistrements des visions qu'ont eu ces hommes préhistoriques d'il y a 35 000 ans, aussi bien que l'enregistrement de secours que vous pouvez regarder en ligne, ou le film Intervista, ou la musique que nous écoutions l'autre fois de Chrysler. Les enregistrements, Husserl les désigne lui-même, il en parle dans les leçons sur le temps, au paragraphe 28, et il dit qu'il relève de ce qu'il appelle la Bildbewusstsein, c'est-à-dire la conscience d'image. Il en donne des exemples, il dit par exemple, les peintures, les tableaux, les bustes, ce sont des objets de Bildbewusstsein, des objets de représentation d'images ressemblantes. Notez ici qu'il est assez étonnant que Husserl ne parle pas de photos, et encore moins de cinéma, dont il est pourtant contemporain comme Bergson. Au moment où Husserl commence son séminaire sur le temps, 1905, ça fait 10 ans que le cinéma existe. Et cela fait presque 30 ans que le phonographe existe. Il ne dit pas un mot du phonographe lorsqu'il étudie la mélodie. Nous verrons plus tard, en nous tournant vers Sigmund Freud, pourquoi ces rétentions tertiaires sont également des supports de protension où se constituent les attentes qui animent une conscience. Et cela sur la base de ce que je vais appeler les archiprotensions. Ça, c'est mon vocabulaire, c'est pas du tout le vocabulaire de Husserl. Ces archiprotensions que sont par exemple la mort, que vous voyez ici apparaître. Vous ne voyez pas la mort, bien entendu, parce que la mort, ça ne peut pas se voir. On ne peut pas voir la mort même si on regarde un cadavre. Ce qu'on voit, c'est un cadavre, ça n'est pas la mort. Là, vous ne voyez pas la mort, mais vous la protenez. Vous ne la voyez pas parce qu'elle n'est pas présente, mais vous l'anticipez comme ce qui est à venir à travers ce visage terrifiant de Jack Nicholson. Ou encore le désir qui d'abord se présente comme amour, que vous projetez ici à travers en regardant cette sculpture de Rodin qui s'appelle le baiser. Ces archiprotensions, la mort, l'amour, qui relèvent de ce que Freud appellera Thanatos et Eros, et qui se déclinent en de très nombreuses pulsions, elles sont situées dans ce que Freud appellera l'inconscient. Mais nous verrons comment le cinéma les fait fonctionner. La rétention primaire, dit Husserl, se fonde absolument et uniquement dans la perception, comme nous l'avons vu. Les rétentions primaires qui constituent un objet temporel ne sont donc pas le fruit d'une sélection de la conscience, pour Husserl. Car si la conscience du temps s'écoulant sélectionnait ce qu'elle retient de l'écoulé, dit Husserl, et si par conséquent elle ne retenait pas tout ce qui s'est écoulé, alors il ne s'agirait plus purement et simplement de perception, mais déjà d'une sorte d'imagination, au moins par défaut, par sélection. Voilà ce que soutient Husserl, et pourtant, il suffit d'avoir écouté 2 fois de suite la même mélodie, par exemple avec cet électrophone, ce que la jeunesse fera massivement après la Deuxième Guerre mondiale, surtout à partir des années 1960, et sur ce genre de postes de radio portative. Et là, ce ne sont pas les jeunes qui décideront de passer les disques, mais ce seront des chaînes de radio qui les matraqueront, comme on dit encore aujourd'hui, avec le top 50, en les amenant à réécouter, à réécouter toujours les mêmes musiques, soit pour les amener à se comporter de manière totalement stéréotypée par cette répétition, soit pour leur faire découvrir que dans les 2 écoutes d'une même musique,
lorsque la musique est bonne, la conscience ne l'entend pas de la même oreille. La musique ne passe plus la deuxième fois comme la première. Il se passe quelque chose entre les deux écoutes. Il en va ainsi parce que chaque écoute donne à partir du même objet, telle mélodie, par exemple la musique de Chrysler, un nouveau phénomène. Le même objet n'apparaît plus comme avant. Il apparaît plus riche si la musique est bonne, bien composée, bien interprétée, moins riche si elle est mauvaise. Et il en va ainsi chez le mélomane en particulier, qui est le maniaque de la mélodie. Mélomanie, ça vient de mania, qui veut dire folie en grec. Le mélomane, et j'ai été à une époque un mélomane, je ne suis plus aujourd'hui, je n'ai plus le temps. Le mélomane, c'est quelqu'un qui pratique la répétition à haute dose. Dans la répétition des morceaux qu'il affectionne le plus, des différences se produisent de manière incessante, inépuisable. Je peux vous en donner un exemple, je vous recommande d'aller le voir cet exemple, ou plutôt d'aller l'écouter. Il y a une musique que j'écoute toujours au moins une fois par an, parfois 2 fois, et à une époque je l'ai écoutée peut-être 100 fois par an. C'est une musique de Charles Mingus qui s'appelle Let My Children Hear Music. Mes enfants, écoutez la musique. C'est un morceau de musique absolument inouï. Et pratiquement à chaque fois que je l'écoute, quand j'y suis attentif bien entendu, quelque chose de nouveau s'y produit. C'est un véritable miracle. Cette différence provient évidemment d'une altération dans le phénomène des rétentions, c'est-à-dire d'une variation des sélections. Il m'est arrivé très souvent de découvrir dans une pièce complexe comme par exemple le Sacre du printemps ou des grandes symphonies de Beethoven, un instrument que je n'avais jamais entendu. Parce que dans le Sacre du printemps, il y a 120 instruments. On ne peut pas écouter 120 instruments. Donc on a une attention qui se déplace. Un jour, j'étais avec mon épouse Caroline Stigler à Rome. Nous avons écouté le Sacre du printemps et j'ai découvert tout à coup les 6 contrebasses. Parce que je les ai vus. C'est pour ça que Stravinsky disait qu'il faut regarder la musique sur la partition et en concert pour vraiment l'écouter. Quoi qu'il en soit, tout cela n'est possible, ce que je viens de vous dire, sur le fait que la répétition engendre chaque fois des phénomènes différents, tout cela n'est possible que parce que la conscience ne retient pas tout. D'une part. Et d'autre part, lorsque par exemple j'écoute pour la 2e fois une musique qui a été enregistrée et que j'ai déjà écoutée une première fois, la 2e fois, il ne s'agit plus de la même oreille que la première fois. Précisément parce que l'oreille de la 2e écoute a été affectée par la première écoute. Et donc ça n'est plus la même. Il s'agit bien de la même mélodie, mais il ne s'agit plus des mêmes oreilles. Et donc pas de la même conscience. La conscience a changé entre les 2 écoutes. Parce qu'elle a changé d'oreille. Tout comme d'ailleurs, elle change Dieu. Je cite beaucoup, j'ai écrit un chapitre entier là-dessus, un mot de Édouard Manet. Édouard Manet est un grand peintre, considéré par Georges Bataille comme le premier peintre moderne, qui a été, au XIXe siècle, rejeté à cause d'un tableau en particulier. Il a été rejeté pour beaucoup d'autres tableaux, mais surtout un d'entre eux qui a fait scandale. Ce tableau s'appelle Olympia. Il représente une femme nue, provocante, avec un tour de cou très érotique. Et ce tableau a été donc l'objet d'une grande polémique et d'un éreintage, comme on dit, par la critique de l'époque. Et Manet a dit à un de ses amis qui lui parlait du caractère injuste de cette critique, Manet aurait répondu, ça a été rapporté par cet ami,
leur œil se fera. Moi, j'ai beaucoup commenté cela parce que ce que nous dit Manet, c'est que nos yeux ne sont pas constitués par un nerf optique, une rétine, une cornée, etc. Nos yeux passent par tout cela. Mais nos yeux sont surtout constitués par les musées que nous avons visités, par les tableaux que nous avons admirés dans les églises, comme Marcel Proust, par les peintures que nous allons voir dans les grottes lorsque nous vivons au Paléolithique supérieur, certainement dans un mode de vie assez proche du chamanisme, etc. Nos yeux, nos oreilles, nos doigts, notre corps, nos sens en général se transforment au fur et à mesure de notre éducation, très profondément. Et de la même manière, lorsque nous écoutons une musique et nous la réécoutons, nous nous transformons. Et plus la musique est bonne, plus elle nous affecte, et plus elle nous atteint et nous modifie. Ça, c'est ce que Bergson comprend très bien. C'est pour ça qu'il faut lire Bergson. C'est ce que Husserl a du mal à penser et à comprendre, en tout cas dans ces textes-là, car il y a d'autres textes de Husserl qui sont fantastiques sur ce sujet. Mais par rapport à ce que nous sommes en train de lire, il a une certaine difficulté, pour des raisons qui sont tout à fait d'ailleurs compréhensibles. Quoi qu'il en soit, pour nous, pour moi, pour vous j'espère aussi, la conscience est affectée par les phénomènes qui se présentent à elle en règle générale, mais elle l'est de manière particulière par les objets temporels, par les phénomènes produits par les objets temporels. Cela nous importe parce que le film, comme la mélodie, est un objet temporel, et ce cours également. Comprendre la singularité de l'affection de la conscience par les objets temporels, c'est donc commencer à comprendre ce qui fait la spécificité du cinéma, sa force. C'est commencer à comprendre comment il peut transformer la vie. Par exemple, faire adopter un mode de vie, the American way of life, au monde entier. Il a été fait pour ça, le cinéma américain. Et ceci a été parfaitement théorisé par de très nombreux penseurs des industries culturelles, dont en premier lieu Theodor Adorno et Max Horkheimer. Pour comprendre cela, il faut analyser, selon moi, et là je m'éloigne et de Deleuze et de Husserl et de Bergson, la spécificité de la technique d'enregistrement qui permet le flux cinématographique et les effets que celui-ci engendre sur la conscience, en tant qu'elle est déjà cinématographique dans ses principes de sélection des rétentions primaires. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes constitués nous-mêmes, je vais un tout petit peu développer ce point dans un instant, par des capacités de sélection et de montage, de mémoire, d'éléments de rétention secondaire que nous avons mémorisés sous forme d'images, de sons, d'odeurs. Et nous montons ces souvenirs avec ce que nous percevons, et ces montages que nous faisons, y compris la nuit, lorsque nous rêvons, eh bien ce sont des sortes de films que nous faisons, et il en va ainsi depuis très longtemps, depuis que l'homme réalise ses rêves. Je dis réalise ses rêves parce que Marc Azéma, le préhistorien qui a commenté ces grottes ornées du Paléolithique supérieur, dit que seul l'homme, il ne dit pas peint, mais il dit réalise ses rêves, c'est-à-dire extériorise ce qu'il a rêvé, ce qui nous permet à nous de rêver sur ces rêves que nous voyons, qui sont les rêves du Paléolithique supérieur, et d'enchaîner sur ces rêves. Léonard de Vinci enchaînant dessus, et Clément Ader enchaînant sur Léonard de Vinci. Et tout ça faisant qu'il y a aujourd'hui des avions, que le premier à avoir conçu et dessiné était Léonard de Vinci. Sachant que nous tous rêvons de voler depuis des millénaires. Quoi qu'il en soit, nous rêvons, c'est-à-dire que nous nous faisons du cinéma depuis toujours, mais depuis 1895, un appareil qui s'appelle le cinématographe est apparu et qui modifie nos façons de rêver, qui permet même de nous amener à rêver de choses dont nous n'aurions pas forcément rêvé. Les films nous amènent à faire des rêves, bien entendu. C'est ce que j'appelle l'organologie des rêves. Il y a des instruments pour nous faire des rêves. Par exemple, rêver de vivre comme en Amérique, d'adopter the American way of life.
Ça, c'est ce qui a permis à l'Amérique, à travers Hollywood et son cinéma, de vendre beaucoup de produits américains. Des cigarettes et du Coca-Cola d'abord, aujourd'hui des iPods, des iPhones, etc. Et encore bien d'autres choses. Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est très important parce que s'il est vrai que nous rêvons et faisons du cinéma en permanence, s'il est vrai que ce cinéma que nous faisons consiste surtout à agencer des rétentions primaires à travers des rétentions secondaires qui se constituent en critères de sélection et donc à produire des sélections primaires, que Husserl appelle des rétentions primaires, eh bien tout cela est transformé par les rétentions tertiaires. Les rétentions tertiaires permettent de modifier les critères de rétention secondaire, les manières de les mobiliser pour produire un certain type de rétention primaire voulu, par exemple par un réalisateur de film. Ici, il apparaît que la question fondamentale, c'est le montage. Et que le montage se fait à travers des tables de montage. Si j'avais le temps, je vous parlerais de ce passage de la critique de la raison pure. C'est le passage qui s'appelle la déduction transcendantale des catégories. Je ne vais pas le faire, mais je vous l'indique simplement. Je sais qu'il y a parmi vous des gens qui sont assez friands de philosophie et de métaphysique. Je vous l'indique parce que dans ce passage de la déduction transcendantale des catégories, Kant parle de la synthèse, de ce qu'il appelle la troisième synthèse de l'imagination transcendantale. Et il montre que cette synthèse est une synthèse qui monte ce qu'il appelle des synthèses d'appréhension, c'est-à-dire de perception, et de reproduction, c'est-à-dire d'imagination. Dans le livre dont je parlais tout à l'heure, Le temps du cinéma, j'ai assez longuement analysé cette déduction transcendantale pour essayer de montrer que si Kant peut faire cela lui-même, c'est parce qu'il a une table de montage qui s'appelle l'écriture, qu'il a écrit ce livre, et qu'en écrivant ce livre, il a pu contrôler ces processus de rétention et de protension, et à partir de là, produire et réaliser son propre rêve, le rêve d'une critique de la raison pure. Ce sont les conditions de cette association du primaire, du secondaire et du tertiaire, de ce montage association de rétention, que nous allons maintenant explorer. Et nous irons vers notre conclusion pour aujourd'hui. Je dis que la conscience a changé entre les deux écoutes que je peux faire sur mon électrophone, par exemple, de la musique de Chrysler, et que c'est pour cela qu'elle ne sélectionne pas les mêmes souvenirs primaires d'une écoute à l'autre. L'objet est le même, mais le phénomène est à chaque fois différent. Les rétentions secondaires factorisent la transformation des rétentions primaires en sélection primaire. Enfin, je dis la transformation, j'ai tort d'ailleurs, ce n'est pas une transformation. C'est une illusion. Ces sélections se présentent comme des rétentions, elles se croient pures de toute imagination, mais évidemment, elles sont en réalité produites par des critères de sélection. Nous devons nous demander maintenant comment est-il possible qu'une conscience puisse écouter 2 fois de suite le même objet temporel. Car ça vous semble tout naturel, mais pourquoi il pose cette question, Stigler, maintenant ? Bien pour vous, pour nous, c'est tout à fait naturel. Mais en fait, ça n'est possible que depuis 1877. Jusqu'en 1877, il est absolument impossible d'écouter 2 fois de suite le même objet temporel. Tant que n'existe pas la technique d'enregistrement analogique d'une mélodie sur un phonogramme, qui donc apparaît avec cet homme-là, qui d'ailleurs est sourd. Thomas Edison était sourd. Il a développé beaucoup de téléphones, le phonographe, etc., à partir de son expérience de la surdité. À partir de 1877, avec cet appareil, qui est le premier phonographe, il est possible d'écouter un objet temporel plusieurs fois de suite. Pas beaucoup d'ailleurs. Avec celui-ci, on ne peut écouter que 5 fois. Au bout de 5 fois, l'enregistrement est détruit, parce qu'il est en zinc, il est très fragile,
et donc il s'évapore, si je puis dire, au fur et à mesure qu'il est écouté. Avec les 78 tours, il est un peu plus stable. Avec les 33 tours, il est encore plus. Et maintenant, avec les CD, il est réputé absolument invariable. Le fait de la sélection des rétentions primaires par la conscience, et donc le fait de l'intervention de l'imagination au cœur même de la perception, ceci n'est rendu évident que par la rétention tertiaire qu'est un phonogramme. Évidemment, si vous n'écoutez pas, si vous ne pouvez pas écouter 2 fois de suite le même objet temporel, vous ne pouvez pas constater que le même objet temporel donne des phénomènes différents. Jusqu'en 1877, vous ne pouviez pas écouter 2 fois de suite le même objet temporel, vous pouviez écouter 2 fois de suite une interprétation différente de la même composition, ce qui est tout à fait autre chose. Le phonogramme, pour la première fois, rend possible la répétition absolument identique d'un même objet temporel en une multiplicité de phénomènes qui se succèdent, comme autant d'occurrences diverses et parfois extrêmement différentes du même objet. Pour en donner un exemple d'une très grande transformation de l'objet, la première fois que j'ai écouté de la musique de Charlie Parker, je devais avoir 14 ou 15 ans, c'est un ami à moi qui s'appelait Sada Ndiaye qui m'a fait écouter. Je détestais cela. C'était pour moi absolument inaudible. J'étais, moi, un amateur de Coleman Hawkins et de swing. Aujourd'hui, je considère que le musicien le plus fantastique que je connaisse, c'est Charlie Parker. Examinons de plus près cette possibilité insigne. J'écoute pour la première fois une mélodie enregistrée sur un support phonographique, analogique ou numérique. Je réécoute la même mélodie plus tard, à partir du même enregistrement. À l'évidence, dans la nouvelle audition, le son tout juste passé, en tant qu'il constitue une rétention primaire, à laquelle s'agrègent d'autres rétentions primaires, le son tout juste passé en tant qu'il passe, ne passe plus et ne se passe plus tout à fait de la même manière qu'au cours de la première audition. Tel coup de cymbale que je n'avais pas entendu, tout à coup m'apparaît comme fondamental. Si ce n'était pas le cas, je n'entendrais rien d'autre que ce que j'avais déjà entendu. Et ça n'est évidemment pas ainsi que ça se passe pour un mélomane ou pour un amateur, tout simplement, je ne sais pas, de rap ou des Stones ou de musique traditionnelle. Le son tout juste passé, agrégé aux autres sons tout juste passés avant lui, et qui passe cette fois-ci autrement que la première fois, est absolument nouveau dans sa donnée, dans sa présentation. Le phénomène est un autre phénomène que la première fois. L'écoute du même morceau de musique m'apporte une autre expérience de cette musique, tout autant que la conscience du fait qu'il s'agit bien de la même musique, répétée 2 fois, dont 2 expériences différentes me sont ainsi données. Ça n'est possible que depuis 1877. En même temps, le passage du son tout juste passé, la rétention primaire où se constitue l'écoulement dans sa facture propre et originale, tout cela, dans sa seconde écoute, doit quelque chose dans son passage même au passage antérieur, à la première écoute, qui est apparemment évanouie. Elle doit à l'audition précédente sa modification. C'est parce que l'oreille a écouté une première fois ce que la première fois elle n'avait encore jamais écouté, que ce n'est plus la même oreille. Alors il est pu aussi lui arriver qu'elle ait aussi écouté Schoenberg entre-temps, ou les Clash, ou je ne sais quoi, mais ou qu'elle a eu un chagrin d'amour, ou encore, ou au contraire, un accès amoureux. Tout ça, ça change énormément. L'humeur modifie énormément l'écoute. Mais dans tous les cas, la fois précédente joue un rôle fondamental dans la fois suivante.
En passant, la rétention se modifie. Et par là même, elle devient passée. Elle était rétention primaire, elle devient rétention secondaire. La rétention comme passage, à la fois comme rétention primaire, qui est modifiée par les autres rétentions primaires auxquelles elle s'agrège, et comme devenir rétention secondaire de la rétention primaire lorsque l'objet temporel est terminé, et qu'il est donc devenu du passé, la rétention comme passage est essentiellement modification d'elle-même. Nous verrons ça de plus près la semaine prochaine avec Husserl. Or, cette modification s'enracine ici, et de toute évidence, dans la rétention secondaire de la première audition, même si d'autre part, elle dépasse précisément cette première audition. Ce que j'entends dans le cours de la deuxième audition procède du fait que je l'ai déjà entendu antérieurement, mais il en résulte précisément et paradoxalement que j'y entends autre chose. Car la première fois, je n'avais jamais entendu la mélodie. La seconde fois, du déjà connu me donne miraculeusement de l'inconnu. C'est ça l'art. C'est ça l'âme noétique. C'est cette possibilité miraculeuse, improbable, incompréhensible, que du nouveau arrive toujours. Ce qui se présente est déjà connu, mais ça se présente du même coup autrement, en sorte que l'attendu se présente comme inattendu. La différence, chaque fois nouvelle et inattendue, qui se produit dans la répétition, se produit dans des conditions qui varient en fonction des rétentions tertiaires. Par exemple, selon qu'elle est rendue possible seulement par des instruments, ou même avant qu'il n'existe des instruments, par des pratiques pieuses, par exemple des chants a cappella, c'est ce qu'on appelle le chant grégorien ici. Là, il n'y a apparemment aucune rétention tertiaire. Là, il y en a une parce que l'instrument garde en lui la mémoire d'une matrice de possibilités, d'un registre, comme on l'appelle, un registre instrumental. Et le fait de reprendre l'instrument conserve la mémoire de ces possibilités, des possibilités de ce registre. Et puis, lorsqu'apparaît la partition, eh bien, la conservation rétentionnelle tertiaire de la mémoire devient extrêmement développée. Je ne parle même pas, évidemment, des ordinateurs qui sont capables même d'engendrer de la musique, et bien entendu du phonographe qui permet de répéter. Tout ça, c'est une histoire des rétentions tertiaires. Cette histoire des rétentions tertiaires provoque une histoire de la musique, transforme la musique. C'est en fonction des rétentions tertiaires que nos capacités de rétention primaire et de rétention secondaire sont capables d'engendrer des protensions primaires, secondaires et tertiaires elles-mêmes, et de nous inscrire dans un devenir de la musique, de la littérature, de la science, de nous-mêmes. Tout cela se constituant aujourd'hui dans un vaste marché qui exploite notre désir de transformation d'une manière que nous allons approfondir la semaine prochaine en tentant de comprendre ce qui se produit dans la conscience d'Anita Ekberg et à travers elle en nous lorsque le celluloïde rend possible la conservation de la vie, d'un instant de vie ou d'une expérience de vie d'une personne comme Anita Ekberg ou comme Marcello Mastroianni. On s'arrête là pour aujourd'hui.